RFI en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 12 mars. Au sommaire de cette édition, le Canada. Le futur Premier ministre canadien veut retrouver de bonnes relations avec son voisin américain. Mark Carney veut parler avec Donald Trump des relations commerciales entre les deux pays. La réponse de la Russie se fait attendre. Depuis hier, sur proposition des États-Unis, l'Ukraine est favorable à un cessez-le-feu de 30 jours. Dans ce journal aussi, au Pakistan, les passagers d'un train ont été pris en otage par l'armée de libération du Baloutchistan. Et puis un dernier mot de football. Les Lillois y croient dur comme fer. Leur équipe de football rencontre dans moins de 2 heures le Borussia Dortmund pour une éventuelle qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Parlons, mettons-nous autour d'une table. C'est ce que propose le futur Premier ministre canadien au nouveau président américain. Pour Mark Carney, nous nous porterons tous mieux lorsque le plus grand partenariat économique et de sécurité au monde sera renouvelé et relancé, car depuis aujourd'hui, le Canada est particulièrement concerné par une hausse des droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier, ces deux métaux qui servent à fabriquer notamment des voitures, des rails ou encore des canettes. L'augmentation de cette taxe a déjà des conséquences sur l'économie canadienne, c'est ce que déplore Carl Blackburn, il est le président du patronat québécois. Le Québec est un très, très gros producteur de l'aluminium mondial. Près des 3/4 de notre production qui est ici au Québec est exportée du côté américain. Ça va rendre l'aluminium canadien moins compétitif. Certaines entreprises ont déjà mis à pied des travailleurs. Nous sommes d'une certaine façon suspendus à un message, à un tweet, à une communication de la présidence américaine qui en percute l'économie canadienne et malheureusement projette beaucoup d'instabilité. Près d'une entreprise sur 2 reporte ou ne prennent pas de nouveaux contrats parce qu'il y a trop d'incertitudes devant eux et que malheureusement il manque de travailleurs et le contexte économique est extrêmement difficile. Et près d'une entreprise sur 2 reporte ou tout simplement annule des projets d'investissement. Le président des patrons au Québec, propos recueillis par Justine Fontaine, le Canada qui va imposer dès demain jeudi de nouveaux droits de douane sur certains produits américains, manière de répondre à cette hausse des taxes imposées par Donald Trump. Et puis les conséquences de cette guerre commerciale entre les deux pays, ce sera le sujet du dossier de notre grand journal dans un peu moins de 2 heures sur Radio France Internationale. L'autre grand titre de cette édition, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au lendemain de la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Ukraine sur un cessez-le-feu de 30 jours, un arrêt des combats entre la Russie et l'Ukraine, le Kremlin indique qu'il entend être officiellement informé par les États-Unis. C'est du moins pour l'heure l'unique réaction de Moscou, pourtant pressé de toutes parts et notamment par les Européens, d'accepter cette proposition américaine. Mais un cessez-le-feu est-il dans l'intérêt de la Russie? Un arrêt des combats n'est pas sans difficulté pour l'armée russe. C'est ce que nous explique Pierre De Jong, vice-président de l'Institut de formation Thémis. Les Russes disent simplement qu'ils attendent de l'information de la part des Américains, puisqu'ils ne parlent pas avec les Ukrainiens. Tant que les Ukrainiens sont en place dans la région de Koursk, j'imagine que les Russes refuseront de discuter. Et ce qui va arriver là dans les jours qui viennent, théoriquement, si Poutine l'accepte, c'est une trêve qui va durer 30 jours, à partir de laquelle ils pourront négocier quelque chose. Maintenant, le problème des Russes, c'est que si ça se stabilise, le problème, c'est le retour à ce qu'on appelle une économie de paix. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les Russes sont en économie de guerre. 10% de leur PIB est consacré aux achats de défense. Ils ont de la croissance, même si le rouble ne se porte pas très bien. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de décélération du côté de l'économie russe qui va être extrêmement difficile, ce qui me fait dire que très concrètement, je pense que les Russes vont maintenir une forme de pression, principalement sur la frontière ukrainienne et dans la région du Donbass. Toutes ces discussions sur un éventuel cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Une réaction venue de Turquie par le président Recep Tayyip Erdogan. Il espère que Moscou répondra de manière constructive.
Le journal en français facile. Tous les otages retenus après l'attaque d'un train par des séparatistes au Pakistan ont été libérés. Information qui vient d'être communiquée par nos confrères de l'agence France Presse après plus de 30 heures d'affrontements dans lesquels 28 soldats auraient été tués. L'armée pakistanaise mène ce qu'elle appelle une opération à grande échelle. Lila Olkinouara, bonjour. Bonjour Adrien. Cette prise d'otages s'inscrit dans une escalade de violence venue des séparatistes baloutches. Alors expliquez-nous quelles sont leurs revendications. Oui, alors l'armée de libération du Baloutchistan, la BLA, accuse l'État pakistanais de piller les sols de la région du sud-ouest du pays, des sols riches en ressources naturelles où la Chine mène de grands projets industriels. Pourtant, le Baloutchistan est la province la plus pauvre du pays. La communauté baloutche est également victime d'une politique discriminatoire de répression de la part du gouvernement pakistanais. Ce dernier est accusé de violation des droits humains dans la région et de disparition forcée. L'armée de libération du Baloutchistan, fondée dans les années 2000, classée comme un groupe terroriste par le Pakistan et les États-Unis, réclame une répartition des richesses plus juste, mais surtout l'indépendance du territoire, et elle accentue ses attaques au Baloutchistan ces dernières années. Le groupe est à l'origine des attentats les plus meurtriers en 2024 au Pakistan. Aujourd'hui, il réclame la libération des prisonniers politiques baloutches et menacé de tuer tous les otages. C'est un tournant dans les violences entre la BLA et les forces de sécurité du pays. Merci Lila Olkinouara pour toutes ces précisions. Venons-en à cette tuerie qui a eu lieu en début de semaine en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a fourni un nouveau bilan. Il s'élève à 1383 civils tués depuis le 6 mars par les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés dans l'ouest et le centre du pays. Pour rappel, les tueries ont eu lieu principalement les 7 et 8 mars derniers dans le fief de la minorité musulmane alaouite dont est issu le clan Assad. Le journal en français facile. L'actualité sportive, l'information sera détaillée, du moins nous y reviendrons dans l'émission à suivre juste après ce journal. Il est question de football, Ligue des Champions, c'est la compétition la plus prestigieuse en Europe concernant le football. La victoire au tir au but du PSG hier soir. L'autre club français, Lille, va tenter d'imiter les Parisiens. Les Lillois reçoivent dans moins de 2 heures, à 17h45 temps universel, le Borussia Dortmund, finaliste sortant de la compétition. Auteur d'un bon nul, un partout à l'aller en Allemagne, les Lillois sont en ballottage légèrement favorable en vue d'une qualification qui serait alors historique pour les quarts de finale. Thomas de Saint-Léger. C'est une impression, un mirage peut-être. Jamais pour Lille, la porte des quarts de finale n'avait semblé si simple à forcer. L'adversaire, le Borussia, est en crise, 10e seulement de son championnat. Et puis les nordistes reçoivent chez eux où le Grand Real est tombé en octobre dernier. De là à se voir favori, il n'y a qu'un pas que Jonathan David ne franchit pas. Non, je crois pas. C'est d'abord une équipe avec beaucoup d'expérience, de bons joueurs qui ont déjà été dans une situation comme ça. Les finalistes de la Champions League l'année dernière, pour moi, on part par favori. Difficile de contredire l'attaquant lillois. En Europe, les Dogs ont un pédigré de chihuahua. Alors forcément, la dimension historique d'une potentielle qualification est un enjeu dangereux pour l'entraîneur Bruno Genesio. Il faut pas inverser les choses. Il faut pas qu'on ait à l'esprit qu'on peut rentrer dans l'histoire, que c'est un match peut-être le plus important pour le club, etc. Il faut simplement se concentrer sur ce qu'on a à faire pour atteindre cet objectif. Encore faut-il le faire comprendre à des joueurs encore jeunes, choisir ses mots pour faire passer les idées, motiver les troupes sans les inhiber. Il faut être à 100%, pas à 105 ou 110, parce que si vous êtes à 105 ou 110, vous surjouez. Donc simplement se préparer comme on a l'habitude de le faire. On a déjà fait des performances ici à Pierre-Mauroy en Champions League. À nous de mettre les mêmes ingrédients pour faire le maximum. Et pour contenir aussi l'atout maître du Borussia Dortmund, l'attaquant guinéen Serhou Guirassy, meilleur buteur de la compétition. Les autres, 8e de finale, 20h temps universel, le derby madrilène, Real Atlético, Aston Villa Bruges ou encore Arsenal PSV Eindhoven. Annie Gasnier et toute son équipe vous attendent.